L'Afrique, berceau de l'humanité. Peuplé d'1 milliard d'habitants, le continent est riche d'une diversité ethnique et culturelle extraordinaire. Mais son histoire reste encore largement méconnue. Cette lacune commence peu à peu à se combler, car au cours des dernières décennies, historiens et archéologues ont fait de prodigieuses découvertes. À défaut de documents écrits, l'histoire de l'Afrique s'est transmise à travers les bijoux et les sculptures, la culture, les traditions et les légendes. Je m'appelle Gus Caisley-Hayford. J'ai étudié pendant de longues années la civilisation, l'art et l'histoire du continent africain. En tant qu'historien de l'art, j'ai l'habitude de faire parler les objets du passé. Je veux remonter le temps et découvrir ce que sont devenus les anciens royaumes d'Afrique. Mon point de départ est l'océan Indien. Ma destination, un site historique exceptionnel au Zimbabwe. Une gigantesque ville en pierre construite au beau milieu de la savane. En 1871, l'explorateur allemand Karl Mahor découvrit les ruines du royaume du Grand Zimbabwe en Afrique australe. Il ignorait qui avait édifié cette cité, mais estimait son architecture trop complexe pour être l'œuvre des Africains. Aujourd'hui, nous en apprenons toujours plus sur cette brillante civilisation et ses liens avec les autres royaumes africains. Le Grand Zimbabwe est la plus grande cité en pierre de l'ère précoloniale de l'Afrique australe. Un Eldorado africain où l'or régnait en maître. On ne peut pas comprendre ce royaume sans prendre en compte les civilisations et les autres royaumes qui se sont développés autour. Le Grand Zimbabwe fait partie d'une histoire aussi riche et fascinante que largement méconnue, faite de commerce, d'opulence et d'or. Depuis la côte Swahili, mon voyage me conduira jusque dans l'actuelle Tanzanie, au Mozambique, puis en Afrique du Sud, et enfin, j'espère, au Zimbabwe, où il est devenu extrêmement compliqué de filmer pour des équipes occidentales. Ma première escale est sur le littoral de l'océan Indien. C'est l'ancienne côte Swahili. Durant des siècles, elle a attiré des marchands du monde entier, Chine, Inde, Moyen-Orient, venus pour échanger toutes sortes de marchandises, mais principalement de l'or. Les historiens occidentaux ont longtemps attribué à cette partie de la côte une place minime dans la hiérarchie des grandes voies de commerce de l'époque, bien après celle de l'Arabie au nord et de l'Inde à l'est. Mais des recherches récentes montrent que cette côte fut jadis un carrefour pour le commerce international de l'or en provenance du Grand Zimbabwe, à plus de 1000 km à l'intérieur des terres. J'ai apporté de la lecture pour mes vacances. Enfin, c'est plus que ça. Il s'agit du périple de la mer Érythrée. Une sorte de guide de l'océan Indien écrit au 1er siècle de notre ère. Il décrit tous les ports fréquentés par les marchands et les marins, notamment le comptoir de Rapta, considéré comme le port le plus austral de l'Afrique à cette époque. Le périple de la mer Érythrée, rédigé en grec ancien, recense tous les ports et les villes situées le long de cette côte jusqu'en Arabie.
Selon cet ouvrage, des marchands indiens et arabes venaient à Rapta pour acheter de l'ivoire, des écailles de tortue et des cornes de rhinocéros, en échange de lances, de poignards et d'objets en verre. Malheureusement, le périple reste très vague sur l'emplacement de Rapta, et certains chercheurs ont mis en doute son existence même. Le professeur Félix Chamy, de l'université de Dar es Salaam, en Tanzanie, croit pourtant l'avoir localisé. Vous êtes Félix? J'ai beaucoup entendu parler de vous. J'ai lu le périple pour me préparer et vous êtes la personne toute désignée pour me servir de guide. Avec plaisir. Si vous avez effectivement trouvé la ville légendaire de Rapta, je suis impatient de la voir. Félix Chamy est un archéologue qui fait autorité dans le monde entier. Ses recherches ont largement contribué à reconstituer l'histoire de la côte Swahili. La localisation du port de Rapta constituerait sa plus grande découverte à ce jour et attesterait de la place importante qu'occupait cette région dans le monde antique. Vous avez vu? C'est un crocodile? Non, c'est un lézard, un varan. C'est dingue. Félix et moi naviguons sur le Rufiji, qui se jette dans l'océan Indien. Félix pense que Rapta se trouvait à proximité du fleuve. Mais lui et moi n'avons pas la même notion du mot proximité. Attention au serpent. Il y a des serpents? De quelle espèce? Toutes sortes d'espèces. Des pitons. Des pitons? C'est une marche éreintante. Dans Le Périple, Rapta est décrit comme un port marchand animé et cosmopolite. Il faut une bonne dose d'imagination pour se le représenter ici et maintenant, en pleine savane. Félix se serait-il trompé? Une heure plus tard, nous découvrons sur un chemin de terre les vestiges d'un monde disparu. Des tessons d'argile vieux de 2000 ans. Et en grande quantité. Autant de preuves d'une occupation humaine très ancienne. Les ruines de Rapta pourraient se trouver quelque part là-dessous? Exactement. Selon Félix, l'âge et la diversité des poteries constituent des indices infaillibles. Quel âge ont ces poteries? 2000 ans. Grâce à la datation au carbone 14, nous estimons qu'elle remonte à 200 ou 300 après Jésus-Christ. On en trouve beaucoup de cette époque-là. Elles ont été importées ou fabriquées ici? Elles ont été fabriquées sur place. Avez-vous trouvé des poteries provenant d'autres pays? Oui. Nous avons retrouvé des poteries venant de différentes parties du monde. Ce tesson a été examiné par un professeur en Suède, qui a confirmé qu'il provenait de la vallée du Nil. Regardez la texture. Elle est incroyablement fine et légère. Exactement. Et regardez la couleur, ces tons de rose. Ces découvertes semblent valider l'hypothèse de Félix quant à l'existence d'un centre marchand. Parler avec Félix m'a ouvert plusieurs pistes de recherche. Mais le plus fascinant, c'est d'avoir établi que Rapta était le nœud stratégique de tout un réseau de ports sur cette partie de la côte Swahili. La nature est magnifique, mais je dois retourner sur la côte, car ici, il n'y a aucune trace d'or.
Du brouhaha des marchés semble s'élever des langues des quatre coins du globe. Encore une preuve que cette partie de l'Afrique pratiquait des échanges commerciaux avec le reste du monde. Le swahili est une langue bantoue, la plus répandue en Afrique de l'Est. Le mot swahili vient du mot arabe signifiant côte. On reconnaît aussi quelques emprunts à l'hindi et au portugais. Les récits de marchands portugais venus ici en 1498 font état d'une ville opulente sur une île au large de la côte. C'est ma prochaine étape. C'est au Portugais que nous devons ces cartes et ces illustrations. C'est très impressionnant. Si la ville est à la hauteur des dessins, ça promet d'être grandiose. Selon les Portugais, la ville s'appelait Kilwa Kisiwani et ses rues regorgeaient d'or. Les historiens l'ont longtemps considéré comme un comptoir arabe. Aujourd'hui, nous savons que Kilwa était africaine. Elle était habitée par des musulmans noirs, ce que confirme l'explorateur arabe Ibn Battuta, venu à Kilwa en 1331. Battuta décrit Kilwa comme une ville d'une extrême beauté. Il parle aussi de ses habitants à la peau très noire et de leur scarification ethnique. C'est une ville 100% africaine et une cité florissante. Cette pièce en cuivre provenant de Kilwa date du XIVe siècle. C'est une des raisons de ma présence ici, car elle a été retrouvée à plus de 1000 km à l'intérieur des terres, au Grand Zimbabwe. Ce qui semble indiquer que Kilwa et le Grand Zimbabwe étaient les points de départ et d'arrivée d'une route commerciale fort lucrative. Les explorateurs portugais admiraient les constructions en corail, les maisons des morts noirs et le palais aux 100 pièces décorées d'or, d'argent et de pierres précieuses. Aujourd'hui, le spectacle est toujours aussi impressionnant. Le vent dominant au large de la côte Swahili change 2 fois par an. Les navires pouvaient ainsi traverser l'océan Indien et revenir en l'espace de 12 mois. Grâce à cette situation avantageuse, Kilwa était la porte de l'Afrique de l'Est sur le monde. Enchantée, Stéphanie. Bonjour, bienvenue à Kilwa. L'archéologue britannique Stephanie Wynne-Jones est une spécialiste de l'histoire de Kilwa. Elle a étudié l'ascension et le déclin de la ville au fil des siècles. Les fouilles archéologiques ont mis en évidence l'existence d'habitations depuis au moins le 9e siècle. L'île était parfaitement intégrée à l'économie de l'océan Indien. Les importations provenaient essentiellement du golfe Persique et de l'Inde. Quelles marchandises transitaient par ce port? On exportait principalement des matières premières provenant de l'intérieur des terres. Kilwa était aussi réputé pour son or, et le commerce de l'or avec le Sud était le socle de sa richesse. L'île s'est enrichie grâce à l'or. Les marchands connaissaient la valeur du précieux métal et négociaient dur. Si l'on considère la quantité d'or africain retrouvée ici et là, Kilwa devait être la capitale mondiale du commerce de l'or au XIVe siècle. Des traces de cette richesse subsistent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. C'est la grande mosquée de Kilwa, où se rassemblait la population pour la prière du vendredi. C'est une architecture magnifique, très particulière.
Les voûtes et les coupoles sont caractéristiques de Kilwa, tout comme ces nombreuses arches et colonnes que vous voyez ici. Et cette matière incroyable, c'est du corail? Oui, c'est caractéristique de l'architecture swahili. Nous parlons de maisons en pierre, mais en fait il n'y a pas vraiment de pierre sur la côte. Du coup, ils ont développé leur propre style architectural à base de corail, qui est très abondant ici. Les blocs comme celui-ci ont été taillés dans du corail vivant. Comme c'était du corail mou, on a pu y graver ces motifs. Et une fois terminé, cela aurait ressemblé à quoi? Tout aurait été recouvert d'un enduit à la chaux, fabriqué à partir du corail. Le corail est vraiment le matériau dominant. Au final, ça aurait donné une structure très blanche. Ça devait être superbe. Une mosquée en corail est une réussite esthétique, mais aussi une prouesse architecturale. Celle-ci fut édifiée à la même période que de nombreux monuments célèbres d'Europe, comme la Piazza del Campo à Sienne ou Notre-Dame de Paris. Nul doute que Kilwa devait sa prospérité à l'or et à son emplacement stratégique. Mais le précieux métal a disparu depuis longtemps. Il faut chercher plus loin. L'or d'Afrique provient des hauts plateaux du Zimbabwe, à plus de 1000 km à l'intérieur des terres. Je me lance sur sa piste. Je laisse la côte derrière moi et je mets le cap à l'ouest, direction les anciens pays aurifères, où j'espère trouver un avant-poste d'un des plus grands royaumes d'Afrique. Nous savons que le Grand Zimbabwe a atteint son zénith au XIIIe et XIVe siècle, comme Kilwa. Pour m'y rendre, il me faut encore traverser 2 États, obtenir un visa d'entrée et affronter de longues journées de voyage. Mais ici, au Mozambique, il devrait y avoir des avant-postes de ce royaume. Mon guide m'a mis l'eau à la bouche en me parlant d'une ruine de type Grand Zimbabwe, à seulement 70 km. Ce mini Grand Zimbabwe, un village nommé Maniqueni, est mentionné dans les livres, mais impossible de le trouver sur une carte. Excusez-moi, où se trouve Maniqueni? Maniqueni, c'est par là, à une trentaine de kilomètres. C'est la bonne direction, mais la piste devient de plus en plus difficile. Un comité d'accueil m'attend, avec à sa tête l'historien local, Vicente Villancoulos. Bonjour, bienvenue à Maniqueni. Les villageois ont préparé une petite cérémonie qui doit nous porter bonheur. Nous avons des visiteurs. Il faut que tout se passe bien. Personne ne doit se faire mordre par un serpent ou autre. J'ai une sainte horreur des serpents, alors je vous remercie sincèrement. En notre honneur, le fils du chef offre de la bière à ses ancêtres. Les ancêtres nous ont entendus et nous souhaitent la bienvenue. Merci infiniment. Avec la bénédiction des ancêtres, Vicente et moi, nous nous rendons sur les ruines de Maniqueni. Quel lien y a-t-il entre la côte et le Grand Zimbabwe? Maniqueni était à mi-chemin entre les deux. Les gens de la côte venaient y échanger des marchandises. Maniqueni est un mot bantou qui signifie « le lieu où les gens peuvent donner l'un à l'autre ».
Vraiment? Oui, c'est le sens. Cette herbe est typique de Manikéni. Au Mozambique, on ne la trouve qu'ici. Cette variété d'herbe ne se trouve qu'à Manikéni? À Manikéni et au Grand Zimbabwe. On l'a introduite ici pour nourrir le bétail. Vu qu'on ne la trouve nulle part ailleurs au Mozambique, on pense que c'est effectivement son origine. C'est magnifique. Vicente me montre également les vestiges en pierre du vieux Manikéni. Les murs ressemblent à ceux du Grand Zimbabwe. C'était l'enceinte de Manikéni. Ces murailles étaient extrêmement solides et ont résisté de longues années. Après avoir échangé leur or, leurs perles et leurs autres produits, les marchands empruntaient cette route pour aller au Grand Zimbabwe. C'est donc la porte du Grand Zimbabwe. Oui. À Manikéni, l'or du Grand Zimbabwe ne servait pas qu'aux échanges marchands. Il accompagnait aussi les morts dans leur dernière demeure. Une pratique qui n'existait pas à Kilwa. Avant de m'aventurer plus loin dans les terres, j'ai droit à une cérémonie d'adieu en musique. Manikéni a perdu de son prestige, mais le passé est toujours vivace. On rend hommage aux ancêtres par la danse. C'est une façon de transmettre nos traditions aux générations futures. Avant de mourir, les anciens veulent apprendre à danser à leurs enfants. C'est pour ça qu'on les voit danser avec eux. C'est moins facile que ça en a l'air. Nous pensons que les ancêtres dansent avec nous en ce moment. Vraiment? Oui, ils nous entendent. Ils sont heureux parce qu'on ne les a pas oubliés. J'aurais volontiers visité le musée qui abrite les trésors de Manikéni, mais il fut détruit lors de la guerre civile au Mozambique. Avant de me rendre au Zimbabwe, j'aimerais explorer un royaume encore plus ancien, qui a précédé celui du Grand Zimbabwe, Mapungubwe. Je fais route vers Pretoria, en Afrique du Sud, où se trouve un musée qui retrace le glorieux passé de Mapungubwe. Des objets en or tout à fait étonnants y sont exposés. Sian Tilainel, la conservatrice, me fait admirer la pièce la plus célèbre, un rhinocéros miniature en or. L'or est tellement fin qu'il brille, n'est-ce pas? Oui, il a été battu sur une enclume en pierre. Le rhinocéros a été sculpté dans du bois qui a été recouvert d'une feuille d'or pour épouser sa forme. Les petits trous que vous voyez sont les traces des épingles utilisées pour fixer la feuille sur le bois. Évidemment, au bout d'un millier d'années, le bois a fini par se désagréger. C'est un or pur à presque 100%, d'où son éclat jaune vif. Ce devaient être des gens puissants. Oui, effectivement. Nous avons retrouvé d'autres artefacts en or, notamment celui-ci, un sceptre ou une masse en or. C'est le plus gros objet en or retrouvé dans la nécropole. Le royaume de Mapungubwe a existé au XIIe siècle. Il n'était pas très éloigné des mines d'or du Zimbabwe. Manifestement, il comptait des orfèvres très habiles. Comme à Manikéni, ces trésors ont presque tous été retrouvés dans des sépultures royales. Cette civilisation ne réduisait pas l'or à sa seule valeur commerciale. Quelle coupe magnifique! Elle est sublime. En fait, c'est une parure de tête, retrouvée elle aussi dans une tombe.
On l'a prise pour une coupe pendant 75 ans, tant la ressemblance est forte. Alors je suis en bonne compagnie. Oui. On l'a retrouvée renversée près de la tête du défunt. C'est trop petit pour être une couronne. C'est plutôt une parure symbolique. Qui était enterré avec ce genre d'objet? Les souverains qui appartenaient à la caste dirigeante de la vallée de Limpopo dans le sud de l'Afrique. La source de leur richesse était l'or, mais aussi le bétail et le commerce avec la côte Est. La quantité de perles de verre retrouvées sur le site, les objets en or et en ivoire, attestent de la prospérité de cette société. Il est grand temps que j'aille voir Mapungubwe de mes propres yeux. Je m'y fais conduire dans l'avion de Jacques Willemseux, un fermier. De là-haut, je comprends mieux les choses. J'aperçois le Limpopo, qui coule jusqu'à la côte. Durant des siècles, ce large fleuve fut la principale voie de transport pour les hommes et les marchandises, reliant l'intérieur des terres à l'océan. Et je découvre finalement les vestiges de Mapungubwe. Le site archéologique comme le paysage sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mapungubwe est aussi un des parcs nationaux d'Afrique du Sud. Le cœur de cet ancien royaume est Mapungubwe Hill. Cédric Setlako, un garde du parc, me fait découvrir le site. Voici la colline proprement dite, où vivait la population il y a 1000 ans. L'histoire du royaume de Mapungubwe s'étale du XIe au XIIIe siècle. Selon les anthropologues, c'était une société de classe basée sur une séparation stricte entre le roi, ses ministres et ses sujets. Après l'effondrement du royaume, une partie de la population a migré vers le nord, où elle a fondé le Grand Zimbabwe. Le roi a été enterré ici avec un certain nombre d'artefacts. Les gens avaient choisi de vivre en haut de cette colline de roches brutes parce qu'elle est quasiment inaccessible. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au sommet. Les souverains se sont appropriés la colline. Les simples sujets n'y avaient pas accès. Aujourd'hui encore, les indigènes lui attribuent des pouvoirs magiques. Autrefois, les gens avaient peur ne serait-ce que de regarder la colline. Le guide qui a conduit le premier étranger sur le site s'est retourné et a montré du doigt la colline derrière lui en disant qu'il n'allait pas plus loin. Vraiment? Que se passait-il si on regardait la colline? On avait peur de devenir aveugle, voire de mourir. La montée est pénible. Ce n'était pas si dur. Cette vue efface toute ma fatigue. C'est sublime. On comprend pourquoi ils ont construit leurs habitations ici. Il y avait ici une grande enceinte en pierre, des huttes pour les serviteurs et des palissades en bois tout autour de la colline, vraisemblablement pour la protéger des attaques ennemies et préserver la tranquillité du souverain. C'est d'ici que vient le petit rhinocéros. On l'a trouvé dans ces parages. Toute cette zone, qui va de là-bas jusqu'ici, était un site funéraire.
Les défunts étaient enterrés en position assise, face à l'ouest. Ils portaient tous des bracelets en or. On mettait aussi dans leur tombe des vases en argile remplis de milliers de perles dorées. En quoi ce site est-il si important? Mapungubwe est le tout premier royaume d'Afrique australe. Il est à l'origine de toutes les lignées royales que l'on peut rencontrer dans cette partie du continent. Mapungubwe signifie le lieu de la pierre de sagesse. Les constructions ont disparu depuis longtemps. Seuls les objets en or du musée de Pretoria prouvent l'existence de ce royaume. Cédric tient absolument à me montrer un autre vestige qui a résisté au temps. Ça, c'est un jeu auquel jouait le peuple de Mapungubwe il y a 1000 ans. Il s'appelle Maruba en Soto et Mafuva en Venda. Je crois que je le connais. Ah bon? Ma famille est originaire d'Afrique de l'Ouest. On a un jeu qui ressemble à ça et qui s'appelle Oware. L'Oware est un jeu de stratégie très ancien. Ça se corse. J'ai toujours cru que l'Oware était propre à l'Afrique occidentale. Mais la présence d'une variante de ce jeu à Mapungubwe prouve l'existence de liens intercontinentaux. Ce royaume n'était pas isolé. Après son déclin au XIIIe siècle, un autre royaume plus éminent lui succéda, le Grand Zimbabwe. Bonne nouvelle, nous avons enfin obtenu l'autorisation de filmer au Grand Zimbabwe, le plus grand royaume d'Afrique australe. On ne se déplace pas comme on veut dans le Zimbabwe actuel, résultat de la dictature de Mugabe. Obtenir la permission de tourner au Zimbabwe a été tout sauf facile. Il nous aura fallu remplir des tonnes de formulaires, être persuasif, mais ça y est, on a notre autorisation. Même avec un laissez-passer, rien n'est sûr au Zimbabwe. Nous devons d'abord traverser une frontière. Ça y est, cela a duré des heures, mais nous sommes enfin entrés, et très impatients. Au XVIe siècle, un capitaine portugais a décrit le Grand Zimbabwe sous des traits quasi mystiques. Entre les mines d'or des hauts plateaux se trouve une gigantesque citadelle, construite entièrement en pierre, sans emploi de mortier. Le Grand Zimbabwe était l'Eldorado de l'Afrique, un lieu de mythe et de mystère. J'ai rendez-vous avec l'archéologue Edward Matanga. Il m'explique que les ruines sont d'une telle importance pour les gens d'ici que je dois d'abord obtenir la bénédiction de la gardienne spirituelle du lieu avant de pouvoir entrer. Ambuya dit que vous êtes le bienvenu au Grand Zimbabwe. Vous êtes notre invité d'honneur. Nous allons vous conduire à l'entrée sacrée du site. Merci, c'était un très bel accueil. Comme Manikéni et Mapungubwe, le Grand Zimbabwe joue également un rôle spirituel pour de nombreux peuples de la région. Jusqu'en 1890, cet endroit était interdit aux étrangers. Mais vous n'êtes plus un étranger maintenant que vous avez été accepté. J'en suis très honoré. Il fallait suivre un rite initiatique. Cela consistait à franchir l'entrée où le gardien, le chef spirituel du lieu en quelque sorte, vous laissait accéder au site. Je vois. C'est donc elle la clé du site. Oui, c'est elle. C'est elle qui décide ou non d'ouvrir la porte d'entrée. C'est la tradition, on s'arrête là? Oui, arrêtez-vous là.
Elle dit que vous pouvez entrer. Par un étroit sentier rocailleux et escarpé, on accède à cet ensemble en pierre, célèbre dans le monde entier, le plus grand et sans doute le plus ancien du sud de l'Afrique. Durant 200 ans, les souverains du Grand Zimbabwe ont régné sur un puissant royaume entre le Zambèze et le Limpopo, un territoire qui recouvre une grande partie de l'actuel Zimbabwe et une portion du Mozambique. Ce lieu était sa capitale, son palais et sa citadelle. C'est le berceau de nombreux peuples de la région. Leurs descendants habitent maintenant en Afrique du Sud et au Botswana, entre autres. Du XIe au XIIIe siècle, les habitants du Grand Zimbabwe ont contrôlé les mines d'or des hauts plateaux. Ce lieu est une émanation de leur richesse et de leur pouvoir. Les murs semblent surgir directement du sol. À certains endroits, ils se dressent au style. À d'autres, ils forment d'étroits passages. Cet exploit architectural stupéfie les experts. Aucun mortier n'a été utilisé. Les murs ne doivent leur stabilité qu'à une précision exceptionnelle et au savoir-faire des artisans. C'est le mur le plus grand. Il mesure 11 mètres de haut et 6 mètres de large à la base. On estime que plus d'1 million de briques ont été utilisées. Ce lieu est l'équivalent d'une ville médiévale de 20 000 habitants, qui vivaient répartis en différentes classes sociales. Nous nous trouvons maintenant au sommet de la colline. Le site est constitué de 3 grands ensembles. La colline, les ruines de la vallée, avec leurs immenses murailles, et au-delà des murs, des habitations qui s'étendaient sur une superficie d'environ 720 hectares, mais dont il ne reste aucune trace aujourd'hui. Comme à Mapungubwe, le roi semblait vivre à l'écart de ses sujets. Grâce aux murs épais, les riches, les puissants et les chefs religieux étaient assurés de rester entre eux. Ce site est un vrai labyrinthe. On ignore pourquoi on a aménagé autant de passages. À mon avis, c'était une question de protocole. On voulait canaliser la circulation des personnes. Certaines n'avaient pas accès à tel ou tel lieu et devaient emprunter des passages spécifiques. Il y avait des passages réservés aux rois et à leurs épouses, et d'autres réservés à la plèbe. Le rôle de ce site et l'identité de ses bâtisseurs ont longtemps fait l'objet d'une virulente controverse. Les Britanniques, qui régnèrent sur la région à la fin du XIXe siècle, ont nié la possibilité que ce royaume ait pu être fondé par un peuple africain. Aujourd'hui, nous savons que le Grand Zimbabwe fut bien l'œuvre des Africains, et non celle des Phéniciens ou des Arabes. Les mines d'or se trouvaient à 40 km de là. L'or avait une importance capitale.
Et nous savons qu'on en faisait le commerce entre l'arrière-pays de l'Afrique australe et la côte de l'Afrique de l'Est. Et de là, ils partaient pour la Chine, l'Inde ou le Moyen-Orient. C'est ce qui explique la prospérité de ce peuple et le fait qu'il ait pu édifier ce site. Les archéologues ont retrouvé des perles, des bracelets, de la porcelaine et du verre en provenance de Chine et du Moyen-Orient. Les marchands ont dû gagner l'intérieur des terres depuis le port de Kilwa-Kisiwani. Une découverte en particulier atteste des relations entre le Grand Zimbabwe et le reste du monde. La pièce de monnaie du XIVe siècle en provenance de Kilwa-Kisiwani, frappée au nom de Hassan ibn Suleiman. Cette pièce est la preuve que le port et le Grand Zimbabwe étaient les maillons d'un immense réseau commercial. Ils étaient les deux extrémités d'une seule et même route de commerce. L'or et d'autres marchandises étaient acheminés au départ de l'océan Indien jusqu'en Arabie, en Inde et en Chine. Le Grand Zimbabwe, considéré comme un des royaumes d'Afrique les plus avancés, déclina au XVe siècle, comme Kilwa. Les deux sites sombrèrent dans l'oubli pendant des siècles. Le Grand Zimbabwe a donné son nom à l'actuel Zimbabwe, preuve que les anciens royaumes ne disparaissent jamais totalement. Mon périple a commencé très loin d'ici, sur la côte Swahili. Je pensais alors ne découvrir qu'une histoire d'or et de commerce. Mais j'ai découvert beaucoup plus. J'ai trouvé une autre Afrique dans les ruines de civilisations anciennes. Nous en savons encore trop peu sur l'histoire de ce continent et de ses anciens royaumes. Mais une chose est sûre, il se perpétue. Ici, le passé est encore très présent. Il imprègne de façon tangible le quotidien de ce peuple, sa culture et son identité. Demain, c'est la culture et l'identité du Mali et du Nigeria que nous fera découvrir Gas. Mais là, place au mercredi de l'histoire, des kamikazes formés par le Troisième Reich et épargnés par l'histoire témoignent.